l'idée de cette table ronde conclusive de cette matinée très fructueuse est de parler des biodéchets, sans doute en lien avec tout ce qu'on s'est dit, tout ça est un peu porté par cet impératif de réduction de l'empreinte carbone. Et puis il y a cette obligation nouvelle qui est mise en œuvre de façon hétérogène dans les territoires de tri des biodéchets et qui est en vigueur depuis le début de l'année. Cher Denis, et deux initiatives dont vous allez sans doute nous parler aussi, et donc on abordera à la fois le biométhaniseur de Gennevilliers et puis donc avec le CIGEF et le SICTOM. Christophe, vous nous en rappellerez la genèse, et puis un projet Cometa de cométhanisation dont vous nous expliquerez aussi tout l'intérêt. Mais peut-être plus globalement, Denis, de nous dire comment vous appréhendez cette valorisation des biodéchets. Oui, je vais remonter assez loin. Pourquoi retirer les déchets et les sortir d'une ville? C'est avant tout une question d'hygiène publique. On les a retirés, il faut les regrouper pour éviter la dissémination. Et jusque-là, on a un modèle qui se retrouve dans 90% des territoires du monde, c'est-à-dire une collecte plus ou moins bien réalisée et puis un stockage en décharge. Dans le courant du XXe siècle, en fait, ce modèle s'est développé en France et puis il se trouve que ces déchets des ménages ont été considérés ici ou là comme des ressources. Donc ici, typiquement en région Île-de-France, qui est une région très énergivore, avec la production d'énergie à partir des déchets, et nous avons ici, en région Île-de-France, un des plus vastes réseaux de chaleur au monde, qui est alimenté pour moitié de l'énergie qui vient des déchets ménagers. Et puis plus tard, les verriers ont considéré que recycler du verre était moins consommateur d'énergie, donc présentait un intérêt économique supérieur, et donc des flux ont été extraits. Mais lorsqu'on parle de ressources et qu'on associe le mot déchet au mot ressources, on se dit que tout cela est sans fin et que plus il y a des déchets, et mieux on se portera. Et là, il faut regarder au-delà, et c'est ce que l'on fait depuis une dizaine ou une vingtaine d'années. Et on regarde la question des déchets comme une réponse à des enjeux, qui sont des enjeux planétaires, mais qui se déclinent, vous le savez, et toutes vos présentations, finalement, l'indiquaient, qui se déclinaient localement. Et ces enjeux sont des enjeux de dérèglement climatique, de perte de biodiversité, de manque de ressources naturelles. Et dit autrement, si la question des déchets n'est pas traitée comme il se doit, eh bien, les objectifs de développement durable sur l'eau, fournir de l'eau potable à 8 milliards d'habitants, eh bien, on n'y arrivera jamais, parce que si on pollue le puits, on ne fournira pas d'eau potable. L'objectif de développement durable sur la qualité des océans, on l'oubliera parce qu'on aura un 7e, un 8e continent de plastique, etc., etc. Et donc, il faut qu'on ait une approche qui est une approche plus globale. J'y viens, et sur ces déchets, regardons ce qu'il y a à l'intérieur. On a une hiérarchie, finalement, dans le traitement des déchets. Premièrement, il faut éviter d'en produire. Ça sont les politiques gouvernementales, c'est une normalisation. Et puis, si la canette de coca pèse 15 grammes au lieu de 30 grammes, on a gagné et on réglera ça avec les industriels et l'État. Deuxième étage de cette politique, c'est la réutilisation. Réutilisation, ça nécessite une uniformisation. Typiquement, il est plus facile de réutiliser des pots qui sont tous de même taille, mais vous ne trouverez plus votre belle bouteille Perrier bleue dans vos étals. Et donc, vous voyez bien que c'est à la fois une question industrielle et à la fois, là aussi, une question de normalisation. Et puis, il y a le recyclage qui est bien engagé, avec le recyclage du verre, avec le recyclage des emballages. Et puis, il y a une autre composante des déchets aujourd'hui qui sont les biodéchets.
qui, en zone urbaine dense comme la région parisienne, sont principalement constitués de déchets alimentaires. C'est à peu près 25% de notre poubelle. 30% au plan national. Et en quoi ces déchets alimentaires sont-ils une question intéressante ? C'est que je remonte d'un cran, et votre sujet, c'est le sujet de la décarbonation et donc du dérèglement climatique et de l'impact que peuvent avoir ces déchets alimentaires. Les déchets alimentaires et plus largement le gaspillage alimentaire, c'est 30% de la filière. Et ces 30% de la filière vont produire 10% des émissions de gaz à effet de serre au plan mondial. 10% du gaz à effet de serre, ça veut dire que si le gaspillage alimentaire était un pays, ça serait le 3e pays le plus producteur de gaz à effet de serre après la Chine et les États-Unis. Donc l'enjeu, il est considérable. Alors l'enjeu, il est considérable, et quel est cet enjeu finalement ? C'est l'enjeu de sobriété, ça a été dit. C'est-à-dire que nous sommes en bout de chaîne, et le rôle du SICTOM, et il apportera des solutions, et je vais y venir, c'est de traiter ces déchets. Mais c'est aussi un rôle d'acculturation de la population, un rôle de communication pour se tourner vers la population et parler de ces questions justement de gaspillage alimentaire. Et l'idéal serait que nous adoptions finalement nos modes de vie, la façon dont nous cuisinons les plats, de manière à ce qu'il n'y ait plus de déchets. Alors il se trouve qu'il y en a, et pendant un certain temps encore, pendant quelques dizaines d'années, nous en retrouverons, et une politique publique se doit de répondre finalement à tous les cas de figure, que ce soit du périurbain, de l'urbain ou de l'urbain très dense. Et donc, c'est soit la fourniture de composteurs, hein, si vous avez un pavillon, l'idéal c'est de composter ces déchets et donc de les soustraire finalement à la collecte et au circuit beaucoup plus lourd que nous mettons en place. Donc composteurs dans les maisons, de pieds d'immeubles, des solutions locales semi-industrielles, microméthanisation ou compostage électromécanique. Et puis, bien sûr, il faut mettre en place des solutions aussi industrielles, parce qu'à l'échelle de la région Île-de-France, les biodéchets, c'est 400 000 tonnes par an. Et sur ces 400 000 tonnes, il y a une partie qui sera captée, qui sera collectée, soit en apport volontaire, soit en porte-à-porte. Et là, il faut la traiter. Et la question de la méthanisation de ces déchets est intéressante parce qu'elle répond finalement à deux besoins. Un besoin en énergie et en énergie verte. Donc avec de la méthanisation, on fait du méthane. Et on participe au verdissement du réseau national. Vous savez que l'objectif... Mais je crois que Christophe reviendra sur cette question. Et deuxièmement, avec la méthanisation, en fait, on produit un amendement organique qui est bien utile pour nourrir les sols en carbone, en azote et en phosphore. Mais vous excluez les déchets agricoles des biodéchets, vous n'y avez pas fait directement référence ? En fait, notre périmètre de compétences, c'est les déchets ménagers, les déchets des ménages. Vous ne vous y intéressez pas, vous, non. En tant que SICTOM? Non, mais bien sûr que pour les déchets agricoles, la méthanisation qui est largement développée, largement répandue, est une solution qui répond à des besoins locaux et un besoin aussi de traitement des déchets agricoles. Bien sûr, Christophe Provost, la transition a presque été faite donc, pour nous parler d'un équipement dont vous allez nous dire l'état d'avancement, qui est le biométhaniseur, je crois qu'il s'appelle comme ça, du port de Gennevilliers, coproduit, si j'ose dire, par le CIGEF et le SICTOM. Merci Jacques, merci au Journal du Grand Paris de donner l'occasion au CIGEF de parler d'un sujet, l'énergie, qui est le sien depuis 120 ans cette année, et notamment l'énergie gaz,
qui est l'énergie sur laquelle le CIGEF s'est constitué sur un territoire aujourd'hui de 189 communes, 5,7 millions d'habitants répartis sur 7 départements de la région parisienne. Nous nous sommes intéressés à ce projet de biométhanisation, plus exactement nous l'avons initié parce que le CIGEF, qui écrit l'histoire du gaz depuis donc 120 ans, a souhaité en écrire un nouveau chapitre, il y a maintenant presque 10 ans, et que nous avons foi dans la filière du gaz renouvelable, dont on parle trop peu. C'est une filière qui répond à des objectifs qu'on avait un peu oubliés, mais que les crises récentes nous ont rappelés avec une certaine violence. La proximité, la production locale d'énergie qui est essentielle, et la souveraineté que la crise en Ukraine nous a rappelé brutalement il y a 2 ans maintenant. La filière biogaz répond aussi à l'objectif aujourd'hui partagé par l'ensemble des participants et l'ensemble des acteurs publics et privés en région parisienne, qui est celui de la décarbonation, en effet, qui ne doit pas être seulement un mot magique. J'ai l'habitude de dire qu'il y a quelques mots magiques dont on s'empare. La résilience en est un. Nous avons tous des territoires résilients. Nos structures sont toutes agiles. Et il n'y a pas une plaquette de nos institutions qui ne parle pas d'hydrogène sans trop savoir comment on le produit et avec quel bilan. Mais voilà, la décarbonation est peut-être un mot magique, mais elle répond à une réalité qui est aujourd'hui bien ancrée s'agissant du biogaz, qui est par définition, enfin le gaz qui est par définition une énergie fossile et qui s'appelle à devenir renouvelable, avec un objectif en effet de 100% d'énergie gaz renouvelable à l'horizon 2050. La filière du gaz renouvelable est la seule filière qui soit en avance sur ces objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l'énergie. C'est 31% de production en plus l'année dernière, 139 installations supplémentaires sur le territoire français. On est à 652 installations, ça bouge tout le temps. On est aujourd'hui à une production de 12 TWh avec un objectif de quintuplement d'ici 2030. On est encore loin de l'objectif parce que la consommation... c'est des chiffres nationaux. Sont des chiffres nationaux. Ça se régionalise, ça se régionalise en effet, et vous avez une publication qui a été diffusée le mois dernier, qui est le panorama des gaz renouvelables, qui décline cela de façon régionale. On est encore loin de l'objectif global, puisque la consommation nationale de gaz, c'est 380 TWh. Mais on a cette ambition d'y parvenir donc à l'horizon 2050. Et dans ce nouveau chapitre donc, de l'histoire du gaz, les déchets ne sont pas seulement de l'or et une ressource, c'est un peu l'encre qui va nous permettre d'écrire ce chapitre. Et donc, dès 2016, le CIGEF a initié le projet de Gennevilliers. Ce qui nous intéressait, il était vent encore à Gennevilliers à ce moment-là, mais enfin, on avait quand même quelques pistes. Ce qui nous intéressait aussi, au-delà de la vertu du projet, c'était son approche multipartenariale, parce que le CIGEF est donc propriétaire de 10 000 km de réseau de gaz, mais il ne va pas faire du gaz renouvelable tout seul. Et donc l'idée, c'était d'embarquer avec nous, évidemment, le SICTOM, qui traite les ordures ménagères, c'était de l'évidence, mais la ville de Paris, la ville de Gennevilliers, les agriculteurs, les professionnels du secteur. Et donc cette approche partenariale, multipartenariale, elle a conduit à la signature d'une charte au début de l'année 2017, et puis très vite après, quelques mois après, à la signature d'une convention de groupement d'autorités concédantes pour porter le projet de méthanisation de Gennevilliers, Biométa, Métavalo 92 selon les supports, et qui a conduit ensuite à la négociation ardue de l'endroit où on l'installe, du site où on l'installe sur le port de Gennevilliers, donc avec Aropa. Et là, on en est où? Vous avez, je sais plus du tout. Vous avez le permis de construire? Les travaux ont commencé? Où en est-on? Alors, les travaux n'ont pas commencé, pas encore. On a discuté avec les services de l'État. C'est pas simple non plus. 2016, je rappelle, l'initiative du projet. Une mise en service de Nîmes confirmera vraisemblablement en 2026, qui signifie aussi
c'est une des premières leçons qu'on peut imaginer, que la production d'énergie renouvelable est affaire de patience et d'obstination. Les phases administratives de discussion avec les services de l'État se sont terminées. On a désigné, il y a quelque temps déjà, un exploitant. Une enquête publique arrive incessamment qui va nous permettre aussi de faire de la pédagogie. C'est pas prêt. C'est pas prêt que l'exploitant. Donc une phase d'enquête publique qui arrive de façon imminente, donc qui va nous permettre de faire de la pédagogie autour de ce projet, qui est un projet exemplaire. Hein. Il n'y en a pas beaucoup autour des biodéchets. Il y en a 7, je crois, en France. Et c'est là que je veux en venir, c'est que cette filière, pour y revenir, a un potentiel de gisement incroyable. Alors, selon les études, mais Denis le saura mieux que moi, on estime à un horizon très, très rapide qu'il y a encore 1 million à 2 millions de tonnes, c'est ça, de déchets qui méritent d'être valorisés. Hein. Donc, on est là sur un exemple d'une usine qui va traiter 50 000 tonnes de déchets pour produire du gaz qui équivaudra à la consommation de 5000 foyers. On voit que le potentiel est immense. Ça représentera simplement 1/1000 du gaz qui circule dans les réseaux du CIGEF. Donc il y a de quoi faire. Et c'est non, alors quels seront les circuits? Ce sont des déchets, des biodéchets qui seront acheminés, et c'est un processus par fermentation. J'ai deux questions. C'est le même processus que pour les biodéchets dans les méthaniseurs qu'on voit à la campagne? C'est la même chose? Oui, c'est exactement la même chose. Pour être sûr d'être bien compris et que vous l'ayez retenu, grand 1, évitez de les produire, ces déchets. Donc le gaspillage alimentaire, je le redis, 10% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. 1 milliard de repas gâchés, il y a 800 millions de personnes qui ne mangent pas à leur faim dans le monde. Et troisièmement, pour faire le lien avec les discussions de tout à l'heure, 270 kilomètres cubes d'eau qui est gâchée pour produire ces produits qui ne seront jamais mangés. Je crois que vous avez lancé une campagne de communication. Et nous avons effectivement sur les bus, lancé en ce moment. une grande campagne de communication parce que c'est ça l'essentiel. Alors, pour ce qui restera, nous allons effectivement faire notre part de travail, c'est-à-dire construire une unité de méthanisation avec un digesteur qui ressemble à un digesteur agricole. Il est beaucoup plus grand, sécurisé, et voilà, il produit de l'énergie, il est en pleine ville, hein, il est au pied de la 15 sur le port de Gennevilliers, il sera beau. Donc ça, c'est le premier méthaniseur. Peut-être, et nous recherchons déjà des terrains, faudra-t-il en construire un second, hein, puisque Christophe le disait, le potentiel, il est très important, il est sans doute de plusieurs centaines de milliers de tonnes, même si nous faisons tout, vous avez compris, pour le réduire. Donc ça justifie sans doute une deuxième installation de même capacité, demain peut-être une troisième. Vous êtes confronté à une hostilité locale. On sait qu'il y a une sorte il y a un problème parfois d'acceptabilité. Certains disent de désirabilité, mais ça dépend de quoi, comment on parle. Ouais. En fait, l'hostilité, elle est pour toute implantation d'un équipement qui ne serait pas un parc public, et encore le parc public, je crois qu'il faudrait veiller à son aménagement. Donc c'est vrai pour une station d'épuration, c'est vrai pour une unité de production d'eau potable, pour une centrale thermique, et c'est vrai aussi bien sûr pour nos installations, mais de beaucoup plus petite taille. C'est vrai chaque fois que vous allez poser un conteneur quelque part. Et ça, c'est le premier point. Voilà, c'est ce que nous faisons. Et au-delà de cela, parce que je vous disais que la méthanisation, ça permet de produire de l'énergie d'une part, et d'autre part d'avoir un amendement organique, c'est-à-dire qui retourne vers les terres agricoles, on se dit que à terme, les conditions de réutilisation de ces amendements organiques seront tellement strictes qu'il faut qu'on ait des technologies qui nous évite de ce mode aujourd'hui de valorisation. Et c'est l'objet du second partenariat, cette fois-ci avec le SIAP, hein, où on mélange des bouts de stations d'épuration et une fraction organique des déchets, cette fois-ci pour aller épuiser le carbone qu'il y a dans les déchets. C'est-à-dire que ce carbone
Aujourd'hui, dans un processus de méthanisation, il va, on va dire, pour moitié dans le biogaz, il se transforme en méthane, et pour moitié dans le sol, c'est un environnement organique. À terme, avec des procédés que nous sommes en train d'expérimenter, on va essayer de transformer tout ce carbone en méthane, et donc au profit des politiques publiques énergétiques, locales ou nationales. Claire Vitose, alors explique... Christophe, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oh non, simplement sur l'accessibilité, mais oui. Denis l'a dit, de manière, toutes les politiques publiques font face aux opposants et on fait contre les opposants et en dépit des sceptiques, voilà. Mais on sait aussi raconter la belle histoire qu'est ce projet d'économie circulaire. C'est voilà, du digestat qu'on va transporter vers la Seine, vers les agriculteurs qui vont le réutiliser. Enfin, donc il y a une belle histoire à raconter et je crois qu'il faut être confiant sur l'acceptabilité. Je crois que les esprits aussi ont beaucoup évolué sur le sujet. Encore une fois, toutes les crises font prendre conscience des nouveaux enjeux et là, on est sur plutôt un moment opportun pour faire de la pédagogie sur ces sujets. Moi, j'ai plutôt confiance et les réunions publiques qu'on a déjà tenues nous montrent qu'il y a des interrogations, elles sont légitimes, elles nous poussent à faire mieux et moi, j'ai plutôt confiance dans l'acceptabilité de ce genre de projet. Merci beaucoup. Claire Vitose, vous êtes responsable de l'établissement de Paris de CETEC, Énergie Environnement, et directrice AMO du projet Cometa, dont Denis Pénoël vient de parler, et vous allez nous en présenter l'intérêt, si vous voulez bien, tout de suite. Et vous vous mettez là où vous êtes le mieux pour ce faire, et vous avez la parole. Si je tombe pas. Expliquez-nous. Alors, je vais peut-être pas présenter toutes les diapos que j'avais prévues, je suis désolée, je suis trop petite. Mais je vais quand même essayer de vous présenter quelques diapos qui mettent un peu plus... Parce que là, donc, on est sur un partenariat d'innovation, donc c'est un marché public un peu particulier qui a été choisi par le SICTOM et le SIAP pour justement faire de l'innovation dans le cadre des marchés publics et pour nous permettre justement de comparer différentes innovations tout au long de la procédure. Et c'est pour ça que j'ai besoin de quelques diapos pour vous montrer quand même les sujets innovants et procédés un peu complexes qu'on a étudiés. Donc les ambitions de ce partenariat d'innovation, c'était de démontrer que la méthanisation en co-méthanisation des boues d'épuration du SIAP et des déchets organiques du SICTOM allait permettre d'atteindre des performances supérieures à des filières séparées et donc des performances sur différents points et notamment la productivité en biométhane, donc effectivement produire plus de biométhane en mélangeant les déchets qu'en les méthanisant séparément. Et puis également regarder d'autres briques d'innovation autour de cette filière principale qui est la cométhanisation, et donc de développer des solutions innovantes qui peuvent être ensuite utilisées pour mieux traiter les boues d'une part et mieux traiter les déchets organiques d'autre part. Donc les différents objectifs, c'est effectivement de produire plus de méthane, minimiser les quantités de sous-produits, donc je vais essayer de vous montrer un peu plus en détail après comment on a épuisé la matière, comme l'a dit Denis Pénoël, et aussi une ambition très élevée qui était d'avoir un bilan énergétique positif, donc pour faire avancer la recherche. Donc les déchets qui ont été prévus dans ce projet, c'est la fraction organique des déchets du SICTOM, les boues d'épuration, et on a également étudié l'intérêt d'ajouter du fumier équin et des graisses de stations d'épuration également. Donc des déchets à la fois solides et liquides, donc c'est pour ça qu'on a aussi plusieurs procédés de méthanisation dans ce projet. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment cette diapo, ça montre les types d'innovations qu'on a envisagées. Et donc, il y a la méthanisation, donc c'est vraiment le cœur du projet. C'est comment on optimise cette méthanisation, mais comment on va produire plus de méthane, ça va aussi venir de process qui sont en amont et en aval de cette méthanisation, donc de pré-traitement des intrants avant de les méthaniser, ou de post-traitement du digestat, puisqu'en fait, comme l'a dit Denis Pénoël, il y a deux fractions finalement qui vont un peu sortir. Il y a l'énergie, donc ça c'est le méthane, c'est ce qui nous intéresse en priorité. Et puis après, on va avoir un résidu organique qui peut être éventuellement avec une valeur agronomique intéressante, mais dans le cadre du projet, on voit comment on peut en tirer encore plus de méthane avec des post-traitements thermochimiques notamment. Et puis, on a une fraction liquide, et cette fraction liquide, elle va revenir en partie vers le SIAP, mais on va aussi essayer de regarder les sujets de nutriments,
puisque au-delà de la décarbonation, qui est quand même le cœur du sujet aujourd'hui, il y a la préservation des ressources, et je pense que quelqu'un l'a dit tout à l'heure sur notamment la ressource en phosphore qui s'épuise. Et donc, dans le projet, on a également regardé une brique d'innovation sur la récupération de l'azote et du phosphore issus de cette phase liquide. Juste la matière organique du CITOM, vous avez une périphrase pour mieux faire comprendre ce dont il s'agit? On l'a dit tout à l'heure, c'est les déchets alimentaires. C'est la partie alimentaire qui aujourd'hui est en grande partie dans les ordures ménagères et qui va être collectée séparément le plus possible, et il en restera toujours un peu dans les ordures ménagères. Donc, c'est aussi pour ça qu'on regarde cette option d'aller jusqu'au bout de la valorisation organique et de sortir tout le méthane vert qu'on peut sortir. Merci beaucoup. Donc rapidement, le projet où on en est, c'est-à-dire qu'on a fait une première phase qui était une phase vraiment en laboratoire, qui a duré 2 ans. Et là, on a construit 2 pilotes. Donc les 2 pilotes, ils sont en construction. Ils vont entrer en exploitation en mai 2024. Donc je crois que tous les projets aboutissent en mai 2024, on dirait. Donc la phase 1, elle a effectivement permis de se dire début 2020, on passe à l'échelle des pilotes. Et les 2 pilotes sont implantés sur des sites du SIAP, donc à Seine-Valenton, pour le pilote qui est mené par le groupement John Cockerill, et à Seine-Grésillon pour le pilote qui est mené par Tilia. Et après, je vais aller un peu vite, je vous présente rapidement peut-être les post-traitements et les pré-traitements dont je vais parler pour que ce soit un tout petit peu plus parlant peut-être pour ceux à qui ça parle. Donc les pré-traitements, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le post-traitement, on est vraiment sur des post-traitements thermochimiques. Donc dans le cas du pilote de Tilia, on parle de gazéification du digestat avec méthanation. Donc en fait, l'idée, c'est qu'il reste toujours du carbone dans le digestat. Et au lieu de le retourner au sol directement, on va le gazéifier pour sortir encore du méthane, donc du CH4, et avec la méthanation. Et ça va nous permettre en fait d'augmenter le potentiel de CH4 issu de la matière organique. On a un peu comme référentiel que la matière organique, c'est entre 55 et 60% de CH4 qui vont sortir grâce à la méthanisation. Et là, on essaye d'aller beaucoup plus loin et de récupérer encore plus de méthane de ce digestat. Et puis, on a la brique sur la partie liquide de récupération de l'azote, donc sous forme de sulfate d'ammonium, et de phosphore sous la forme de struvite, qui sont des engrais utilisables ensuite en agriculture. Donc voilà, les petites photos, vous les trouverez sur le site. Et puis sur le pilote de Valenton, c'est un peu différent. On traite le digestat avec un autre process de thermochimique qui est de la pyrolyse, et là qui va nous permettre ensuite d'avoir un espèce de combustible qu'on va pouvoir utiliser directement pour rendre positif le bilan énergétique de l'installation. Voilà les petites photos, et puis pour vous dire que du coup vous avez tout sur le site Cometa avec des publications par site et puis un livret qui rappelle tout ce qui a été vu et validé en phase 1, et donc là la prochaine fois qu'on présentera, on pourra présenter des résultats d'exploitation puisqu'on aura exploité le site dans l'année qui vient. Très bien, merci infiniment. Y a-t-il des questions, des demandes d'intervention? Monsieur Cotterman, on va vous donner un micro si les choses sont bien faites, sinon c'est moi qui... Tenez. Merci. Moi, juste une question concernant à la fin, donc le résidu, il reste bien un résidu de digestat, si je comprends bien, valorisable. Et j'imagine peut-être par épandage. Donc en fait, dans les 2 projets, on essaye d'avoir effectivement un résidu qui n'est plus du coup du digestat puisqu'il a été traité thermiquement, mais il reste un résidu. Et aujourd'hui, dans l'étude, on va regarder comment sur le résidu on peut encore regarder le phosphore, parce que potentiellement il y a encore du phosphore. Aujourd'hui, par exemple, en Suisse, c'est obligatoire de regarder le phosphore sur les résidus d'incinération. Donc là, on va quand même essayer de le regarder aussi. Et après, au-delà de ça, on sera sur quand même un résidu qui est vraiment quasi inerte, et qui, lui, par contre, va finir dans des installations de traitement. Oui. Alors, c'est pas la logique qui a été prise sur ce projet-là, mais théoriquement, aujourd'hui, selon les normes, on peut le faire, mais les normes sont amenées à évoluer, donc probablement pas. Oui, la logique du projet, c'est d'aller chercher tout élément valorisable. Donc,
le carbone, voilà, on a dit comment, et on le transforme en méthane. On a identifié le phosphore. On aimerait bien aller chercher l'azote. On ne sait pas encore comment faire. Mais voilà, ce sont les éléments principaux. Et puis ce qui reste, voilà. En tout cas, c'est plus un digestin. Y a-t-il d'autres questions? Maître d'Enfer, la parole est à vous. Oui, bonjour. Alors moi j'avais juste peut-être, comment dirais-je, une remarque et puis ensuite une question. Alors mon cabinet assiste des porteurs de projets en matière d'énergie renouvelable, dont la méthanisation, mais plutôt côté agricole. Alors je voulais insister, même si ça a été dit par l'un des intervenants, il y a beaucoup, alors au niveau déjà de la phase administrative, c'est toujours très long, puisqu'il y a toujours le permis de construire 1 ou 2, ça dépend l'importance, mais également l'ICPE, et souvent des services différents et qui ne se parlent pas. Donc là, souvent, c'est extrêmement long. Hein. Alors, ça dépend aussi des régions, mais quand même. Et puis, l'autre chose, il y a, comme vous le disiez, il y a l'acceptabilité ou la désirabilité, mais il y a également beaucoup d'opposants, et notamment des associations qui défendent le développement durable, et pourtant qui déposent des recours. Donc souvent c'est très long en dépit du caractère d'énergie renouvelable. C'est souvent un peu étonnant de voir un certain nombre de recours alors que c'est préconisé par le gouvernement et par l'Europe. Donc ça c'était ma remarque. Pour la question, je voulais justement, je reprends un peu la question précédente, c'est quelle est la différence, parce que vous le caractère c'est industriel. Et alors, un peu, techniquement, quelle est la différence entre un méthaniseur agricole, parce que là, il y a de l'épandage, etc., et le méthaniseur industriel pour les déchets ménagers? Alors, sommairement, bien naturellement, mais j'ai cette question. Alors, moi, j'ai pas la réponse. Qui veut répondre? Allez-y, Denis. Alors là, ce qui a été présenté, c'est 2 projets différents. Hein. Donc, le projet situé à Gennevilliers, c'est un projet de méthanisation, totalement assimilable à un projet agricole mais voilà, sa différenciation, c'est par la taille, peut-être les entrants qui sont de qualité moindre que pour un process agricole, et donc il y a un pré-traitement qui nous permet d'avoir une pulpe qui est de bonne qualité. Donc ça, c'est le premier projet. Et le deuxième projet, qui est un projet voilà, innovant, mais donc qui en est à un stade de recherche, enfin de pilote industriel, hein, et des pilotes industriels à quelques millions d'euros, mais qui lui va essayer d'extraire donc des matières, des éléments qui peuvent être valorisés, et donc qui n'a rien à voir effectivement avec une méthanisation, agricole. Y a-t-il... Christophe? Non, mais sur la question de la contradiction, oui, enfin, vous avez raison, on ne peut que rejoindre ce constat. Il peut y avoir une contradiction entre ceux qui défendent la Terre et ceux qui nous empêcheraient de faire ça, mais je ne veux pas préjuger encore une fois des résultats de l'enquête publique qui s'ouvre, et je pense qu'on peut faire de la pédagogie. Il y en a une autre contradiction, hein, c'est celle des services de l'État, et vous la pointez du doigt, qui nous pousse à accélérer la production d'énergie renouvelable, même une loi qui a été adoptée l'an dernier pour ça, et qui, la loi à peine adoptée, nous remet 6 mois dans la vue en demandant des études complémentaires qui nous ont empêché de conduire cette enquête publique en début d'année comme ça avait été prévu. Le même État qui, une fois la loi adoptée, donc d'accélération de la production d'énergie renouvelable, mais 15 mois après, seulement a fait l'effort de produire 30% seulement des textes d'application de cette même loi, nous empêchant de produire de l'énergie renouvelable. Heureusement, on n'attend pas ces lois-là pour agir, mais des contradictions, il y en a partout. Oui, et en même temps, elles sont totalement relatives. Qu'une association soit contre un projet industriel, je le comprends tout à fait. Et elle rejoindra d'ailleurs mon propos introductif. C'est-à-dire que le but de cette association, c'est d'alerter sur le fait que tout ça serait inutile s'il n'y avait pas de déchets, et donc il faut tarir l'aval et donc ne pas avoir d'installation pour qu'en amont on prenne enfin conscience qu'il faut éviter les déchets. Et donc on peut le comprendre d'un point de vue philosophique, mais ce
point de vue philosophique, se heurte au principe de réalité. Et j'en viens à mon propos liminaire cette fois-ci, c'est que nous avons une obligation d'une politique d'hygiène publique, c'est-à-dire que chaque jour, il y a 1500 bennes qui arrivent dans nos installations. Et ça, pendant effectivement, sans doute très longtemps, pendant quelques dizaines d'années. Donc le principe de réalité nous impose de faire cette installation, et sans doute encore d'autres, tout en ayant les politiques publiques, et c'est pour ça que vous me voyez insistant sur cette question, parce que si je n'aborde pas le sujet des deux manières, tout en ayant cette politique publique qui conduit à soutenir toutes les initiatives qui permettent d'éviter ces déchets. Merci infiniment. S'il n'y a pas d'autres demandes de parole, eh bien, je vais vous inviter à applaudir nos intervenants, si vous voulez bien.